Bonjour à tous. Merci Patrick et merci au cercle Frédéric Bastiat de m'avoir invité pour aborder évidemment un sujet que vous connaissez tous de près ou de loin, bien sûr. Alors, pour s'assurer que vous le connaissez déjà de près ou de loin, je vous propose de commencer par un petit quiz. Ah, climat. Climat est défini, selon les climatologues, comme la température moyenne de la Terre sur 30 ans. Question, quelle est-elle? Quel est le principal gaz de l'air? Quel est le principal gaz dit à effet de serre? Quelle est la proportion de CO2 dans l'atmosphère? Quelle est l'augmentation annuelle de CO2 dans l'atmosphère? Je vous donne le corrigé, comme ça vous allez pouvoir voir si vous étiez dans les clous. Donc la température moyenne de la Terre, c'est 15 degrés. Principal gaz de l'air, comme vous le savez, c'est l'azote. Le principal gaz dit à effet de serre, c'est la vapeur d'eau, et de très loin, on va le voir. La proportion de CO2 dans l'atmosphère, actuellement, c'est autour de 0,04%, et son augmentation annuelle, c'est 1/200 par an. Vérification. Voici les températures de la Terre en bleu ou seulement celles des océans en rouge, c'est presque pareil, comparées à l'augmentation du taux de CO2 mensuellement. Alors la première chose qu'on remarque, c'est que les deux courbes se ressemblent étrangement. Il y a un parallélisme entre les deux. L'augmentation de CO2 dans l'atmosphère peut être faible certaines années, 0,5 parties par million, ppm, ou jusqu'à 3,5 parties par million, ppm. Curieusement, lorsqu'il y a beaucoup d'émissions de CO2, plus que la moyenne de 2 ppm, ce sont les années chaudes en général qui suivent, qui correspondent à un phénomène El Niño dans le Pacifique, un phénomène naturel. En revanche, le plus froid, ça correspond à une éruption volcanique, celle du Pinatubo, qui a envoyé beaucoup d'aérosols dans l'atmosphère, qui ont momentanément voilé la lumière du soleil, et ça s'est traduit par une baisse de température. Donc c'est assez frappant cette ressemblance, et ce retard, j'insiste, du CO2 sur la température. Alors l'explication possible, mais elle est encore controversée, c'est qu'il y a 60 fois plus de CO2 dans les océans que dans l'atmosphère. Et donc, quand les océans se réchauffent, comme la solubilité du CO2 diminue avec la température, eh bien, les océans peuvent dégazer du CO2. Donc, je reviens à mes proportions dans l'air. Donc, principal l'azote, suivi de l'oxygène. Troisième, la vapeur d'eau, plus qu'un gaz rare comme l'argon, et le CO2 arrive le loin dernier. Mais c'est vrai que le CO2 est passé de 0,03% à 0,04% en un siècle. Bon, un ppm supplémentaire, non pas un ppm, là ça ferait 100 ppm supplémentaires, c'est l'équivalent, imaginez un stade où il y a 10 000 spectateurs, le CO2 supplémentaire, c'est 1 de plus. 1 sur 10 000. Greta, qui prétend le voir, elle doit avoir de bons yeux. Hein. Alors, il y a deux autres gaz à effet de serre dont je ne vais pas parler parce que leur proportion est tellement infime dans l'atmosphère. C'est le méthane et le protoxyde d'azote, que c'est moins que rien. Et en plus, ils ne présentent pas l'augmentation comme le CO2. Alors, je reviens au titre. Le climato-scepticisme serait criminel, selon ce commentaire dont j'ai pris une photo d'écran à propos de mon dernier bouquin, que l'on puisse en... Alors évidemment, c'est signé d'un pseudonyme, hein, comme toujours, comme souvent du moins sur Internet, que l'on puisse encore en 2022 être climato-sceptique, nanana, et criminel. Fort heureusement, ils sont de plus en plus marginaux. Vérification du la dernière phrase.
Si vous allez sur le site Clintel, pour Climate Intelligence, vous verrez une déclaration que nous sommes au moins 2 dans la salle à avoir signé. Il n'y a pas d'urgence climatique. C'est signé de 1365 scientifiques, universitaires, académiciens, il y a même un prix Nobel, ingénieurs et professionnels de l'environnement et de la santé. 1365, d'une quarantaine de pays. Je ne sais pas s'il faut appeler ça marginal. Bon. Alors sur le fond, on prétend qu'il y a un consensus des scientifiques sur le réchauffement climatique. Moi je pose la question, comment ne pas être sceptique quand on voit ce foisonnement de points, ce brouillard de points qui se contredisent les uns les autres. Autrement dit, quand on dit, c'est toujours ce qui est dit, 97% des scientifiques il y a un consensus auprès d'eux qu'il y a un réchauffement climatique. Oui, mais de combien? Là, je présente la sensibilité climatique. C'est-à-dire de combien se réchaufferait la Terre si le taux de CO2 doublait dans l'atmosphère. C'est la définition. Elle est pratique, elle est commode. Bon, il suffit de voir que l'augmentation du CO2 permet d'en déduire de combien ça se réchaufferait. Seulement, comme ils ne sont pas du tout tous ces scientifiques qui ont publié tous dans des revues internationales à comité de lecture, je ne prends que ça comme base. Oui, mais qui a raison? Il y en a peut-être un qui a raison, en tout cas tous les autres c'est faux. Même si on en prenait la moyenne, prendre la moyenne de valeur fausse, quel est l'intérêt? C'est pas, hein, vous voyez quand même que la tendance générale est plutôt à la baisse, parmi tout ce qui a été publié. Donc ça c'est sur la sensibilité climatique. Voyons maintenant ce que disent les modèles du GIEC. Là je prends le rapport AR5. Vous voyez que là encore, les modèles du GIEC ne sont pas d'accord entre eux. Quand on dit qu'il y a consensus, ben non, il n'y a pas de consensus. Ils ne sont pas d'accord entre eux. Et en plus de ça, ils chauffent tous plus que les observations que vous voyez ici, tracées noires. Alors si on prend les tout derniers modèles du GIEC, les modèles CMIP6, c'est pareil. Ils ne sont pas d'accord entre eux, toujours pas. Et en plus de ça, ils chauffent tous plus, sauf un, que les observations. Alors, le spectroscopiste infrarouge que je suis, depuis 55 ans, ne peut qu'être sceptique. C'est comme ça que je suis venu à m'intéresser à ces choses-là, parce que ce qui est improprement appelé l'effet de serre du CO2 est tellement efficace qu'il atteint ses limites. Démonstration, voici le spectre infrarouge. Alors, spectre, hein, rien à voir avec un zombie ou autre chose comme ça, bien sûr, c'est, on va dire, c'est l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est le spectre de la lumière visible. On décompose la lumière visible en longueur d'onde, et ça va donc du violet, pour les courtes longueurs d'onde, vers le rouge. Et au-delà du rouge, c'est l'infrarouge. Alors, on ne le voit pas avec les yeux, mais un spectromètre le voit très bien. Et le spectromètre, qu'est-ce qu'il voit? Là, c'est donc la mesure sur une couche atmosphérique de 300 mètres d'épaisseur. Presque toutes les bandes qu'on voit, c'est la vapeur d'eau, qui, vous voyez, est de très loin le principal gaz à effet de serre. Les deux vibrations qui correspondent au CO2, c'est celles que j'ai surlignées en rouge, et qui sont très faciles à comprendre. On va dire que la jeune femme qui est sur l'image, c'est le carbone, et que les deux jeunes gens, c'est l'oxygène. Alors il y a deux possibilités par symétrie. Ou bien la jeune femme fait alternativement un bisou à chacun des jeunes gens. Première possibilité. C'est pas celle-là qui sera la plus importante. Et l'autre possibilité, elle veut fâcher personne, elle se contente de fâcher. C'est tout. Et c'est cette vibration-là qui va jouer un rôle très important. Alors, vous voyez que de toute façon, pour les deux vibrations, la transmission de 300 mètres d'air est nulle. À ces deux fréquences-là, la transmission est nulle. Donc, si on en rajoute, ça sera toujours nul, puisque c'est déjà nul. Alors, voyons maintenant, ça c'est au niveau des 300 mètres d'épaisseur d'air au-dessus du sol. Vous
voyons maintenant ce qui se passe à haute altitude, parce qu'évidemment, on a embarqué un spectromètre infrarouge dans un satellite et il peut mesurer au voisinage, on va dire, de la tropopause, c'est-à-dire entre la troposphère et la stratosphère. Donc je prends cette vibration importante du CO2, et il y a deux courbes, une bleue, une verte. La bleue, c'est... la verte, on va commencer par la verte, c'est la mesure à peu près aujourd'hui. Elle a été faite il y a déjà quelques années, donc c'était que 300 ppm de CO2 à ce moment-là. Si on double, on passe à la courbe verte. Vous voyez qu'à la fréquence de vibration, là où j'ai marqué saturation, c'est exactement pareil, ça ne change rien. En revanche, dans les flancs de cette bande, ça change un petit peu. Donc on ne dit pas qu'il n'y a pas d'effet, attention, on dit que c'est un effet petit, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Alors on peut le calculer, bon, ça correspond au rôle du CO2 pour réémettre la chaleur qu'il reçoit de la Terre vers l'espace. C'est ce rôle-là. Alors l'ensemble de la Terre émet 240 watts par mètre carré, et là l'écart c'est de l'ordre du watt par mètre carré si le taux de CO2 doublait dans l'atmosphère. Mais on a vu tout à l'heure qu'il n'est pas prêt de doubler. Même d'ici la fin du siècle, au rythme actuel, il n'aura pas doublé. Mais bon, on peut toujours supposer que... Alors, à partir de cette donnée spectroscopique, on peut faire un petit calcul tout simple, et dire que oui, le CO2 a pu contribuer à 0,3 degrés depuis 1945. Pourquoi je dis 1945? C'est parce que c'est le début de l'accélération des émissions de CO2. Avant, ce n'était pas grand-chose, et puis à partir de 1945, on va le voir sur la courbe suivante, ça a beaucoup accéléré. Et d'ici 2050, année déclarée neutralité carbone, ça ferait 0,14 degrés de plus. 0,14 degrés. Vérification, évolution des températures, donc au niveau du sol, du niveau de la mer, comme on veut, mesuré donc depuis plus d'un siècle. Alors il y a bien un réchauffement d'à peu près 1 degré. Mais 0,6 degrés entre 1910 et 1945. À un moment où vous l'avez par les petits carrés qui sont en dessous, ça ce sont les émissions de CO2, les émissions de CO2 étaient trop faibles pour l'expliquer, cette augmentation de 0,6 degrés entre 1910 et 1945. Après 1945, et vous voyez en bas que c'est le début de l'accélération des émissions, après 1945, on a toujours des fluctuations, bien sûr, mais en gros, la température est montée de 0,4 degrés. Donc beaucoup moins qu'avant, et à un rythme plus faible qu'avant. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on dit? Le scientifique sceptique ne nie nullement la réalité du phénomène physique observé, y compris, mais montre que la prétendue menace existentielle véhiculée par les exagérations du discours alarmiste reste infondée. 0,4 degrés mesurés depuis 1945, dont 0,3 pourrait s'expliquer par le CO2. En tout cas, avant, le 0,6 degrés, non. D'accord? Donc le CO2 n'a pas fait 1 degré, c'est ça. Alors que nous dit le GIEC? Alors là, je vais citer le résumé à l'attention des décideurs du dernier rapport à R6 du GIEC. Il écrit donc, il écrit ça en anglais, je vous le fais en français, chaque 1000 gigatonnes de CO2 cumulé dans l'atmosphère va probablement causer un réchauffement compris entre 0,27 et 0,63 degrés. Une fourchette considérable, entre 0,27 et 0,63, avec une meilleure estimation de 0,45 degrés. On va prendre leur meilleure estimation, ceux qui le disent, c'est pas... Bien, alors les émissions en 2021, c'est 36 milliards de tonnes de CO2, gigatonnes de CO2, dont le GIEC nous dit que 44% restent dans l'atmosphère. Le reste, tout à l'heure, on va voir ce que ça devient.
Donc, 44% de 36 gigatonnes de CO2, ça en fait 16. Mais comme il nous dit que 1000, ça va réchauffer de 0,45 degrés, mais une petite règle de 3 à faire toute simple. 16 sur 1000 multiplié par 0,45. Et ça nous donne le réchauffement en 2021. 7 millièmes de degré, selon les chiffres du GIEC. Alors c'est pas 1, 2, 3 degrés, non, ça n'a rien à voir. C'est 0,07 millième de degré, selon le GIEC, en 2021. D'ici 2050, ça ferait 0,2 degrés. On a dit tout à l'heure 0,14. Vous voyez, le GIEC dit un peu plus, mais on est un peu dans les mêmes eaux. Je dirais, on s'en fout que ça soit 0,14 ou 0,20, de toute façon. On s'en fiche même complètement, parce qu'on est incapable de le ressentir, de toute manière. Alors, je me suis amusé à faire un petit calcul tout simple. Je prends 1 million de voitures, un moteur thermique, bien sûr, qui émettent chacune 200 grammes de CO2 au kilomètre. Malus de 18 188 €. Hein. Alors, sur ces 200 grammes de CO2 dans l'atmosphère émis, il n'y en a que 44% qui restent dans l'atmosphère, rappelons-nous. Hein. Eh bien, si elles parcourent chacune 100 000 km, alors je me réchaufferont entre guillemets parce que ça va faire 4 millionièmes de degrés. 1 million de voitures qui parcourent chacune 100 000 km, selon les chiffres du GIEC, ça fait 4 millionièmes de degrés. Alors faut-il les remplacer impérativement par des véhicules électriques pour éviter cet épouvantable réchauffement de 4 millionièmes de degrés? Question. Qui émet du CO2? C'est facile, tout le monde. Mais, alors il y a les USA qui ont diminué leurs émissions, l'Europe qui essaye péniblement de diminuer les émissions, mais comme l'Allemagne n'y arrive pas, c'est problématique. Et puis, tous les autres augmentent. Et tous les autres ont dit, ceux qui sont responsables des 3/4 des émissions, ils ont dit clairement, en langage diplomatique, à la dernière COP26 à Glasgow, qu'ils vont continuer à émettre, parce qu'ils en ont besoin pour leur développement. Donc, de toute façon, si un quart des émetteurs continuent un petit peu à diminuer, et que les autres pas, c'est peine perdue. Je prends l'exemple du charbon. La Chine consomme la moitié du charbon mondial. C'est le bleu clair. En bleu foncé, c'est l'Inde. En rouge, c'est l'Asie. En jaune, ce sont les États-Unis. L'Union européenne, c'est finalement en proportion pas grand-chose. Mais en revanche, les autres, oui. Bon. Alors, ça reste un combustible bon marché. C'est la raison pour laquelle beaucoup de pays continuent de l'utiliser. Et il y a des réserves. On évalue les réserves pour 200 ans. Résultat. Si on classe les différents pays par émission, vous avez ce classement par émission. Là, j'ai pris les chiffres de 2019 et qui sont les mêmes en 2021. Pourcentage des émissions mondiales, population du pays. Alors, c'est intéressant de voir les émissions par habitant. Alors là, le classement change complètement. C'est les USA dans ce groupe-là qui passe en tête, hein, par habitant. Suivi de la Russie, entre parenthèses. Je souligne en passant. Du Japon, de l'Iran, de l'Allemagne, etc. La France est bonne élève. La France est bonne élève parce qu'on retrouve la moyenne mondiale par habitant. Alors, si on fait le calcul ensuite, alors il y a deux façons de faire le calcul, d'après ce qu'on a vu. Ou bien on utilise le spectre infrarouge, et vous avez les chiffres de la colonne de droite, émissions d'ici, enfin, contribution au réchauffement de la planète d'ici 2050. Vous voyez que la Chine, avec 0,03 degrés, c'est même pas, c'est difficilement mesurable, on va dire. On considère que les températures de la Terre, en dessous de 0,07 degrés, il y a une incertitude sur la mesure. De toute façon, même 0,03 degrés pour la Chine, ça rentre dans le seuil qui n'est pas mesurable. Les autres, c'est encore moins. La France, c'est 1 millième de degré d'ici 2050. Si on décarbone la France,
on évitera à la planète de se réchauffer d'1 millième de degré. Alors, vous avez le droit de multiplier par 1,4 si vous préférez les chiffres du GIEC. Ça change quand même pas grand-chose, hein. Alors, on trouve quand même, le journal de référence, climat, peut-on sauver la planète avec des petits gestes? Alors, sachant que la France, si elle décarbonait d'ici 2050, éviterait un réchauffement d'1 millième de degré, je vous laisse deviner ce que vont faire les petits gestes pour sauver la planète, parce que c'est ça. Ça confine vraiment au ridicule. Alors, à l'heure actuelle, on parle beaucoup du dérèglement climatique. Non seulement on en parle, mais la précédente Assemblée nationale, pas l'actuelle qui a été élue récemment, mais la précédente, a voté « La République garantit la lutte contre le dérèglement climatique ». Ah bon? Elle l'a voté. Alors, le Sénat n'était pas d'accord avec la formulation, donc ça s'est arrêté là. Mais il voulait mettre ça dans l'article 1er de la Constitution de la France. Alors, je ne vois pas très bien comment la République peut garantir. Dans dérèglement, il y a règlement. Il faudrait m'indiquer quel est le règlement. Parce que regardez, les relevés de 3000 stations de mesure de température mondiale depuis 1900. Je vois M. Bénard qui prend des photos, mais je vous donne l'ensemble du PDF. À tous ceux qui me le demandent, vous pourrez revoir tranquillement les chiffres, bien sûr. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas plus de fluctuations de température aujourd'hui qu'il y en avait il y a un peu plus d'un siècle. C'est pareil. Alors, c'est vrai que la moyenne monte un petit peu, c'est la courbe qu'on voyait tout à l'heure, mais les fluctuations autour de cette moyenne sont considérables. C'est considérable. Donc, quel est le règlement? Moi, je ne vois pas de différence de règlement entre il y a un siècle et maintenant. Bon. Alors, j'ai encore mieux que ça. J'ai le plus ancien thermomètre du monde, le thermomètre Central England. Le plus ancien thermomètre du monde. Il s'appelle Central England. Comme son nom l'indique, il est en Angleterre. Et il mesure la température à cet endroit-là depuis 360 ans. Vous voyez qu'il y a des fluctuations, bien sûr. Vous voyez également qu'il y a une moyenne qui monte, c'est vrai. Donc ça a commencé il y a 360 ans, bon, à la fin du dernier petit âge glaciaire, hein, concrètement. Et les fluctuations il y a 360 ans, je ne vois pas franchement de différence avec les fluctuations actuelles. Donc le dérèglement, il faudra m'expliquer. Alors une autre façon de le voir, c'est de regarder les courbes que font chaque mois mon collègue le professeur Oleum Bloom, qui reprend toutes les données de tous les thermomètres partout, et il regarde ici, alors ça c'est la valeur que j'ai téléchargée hier, j'ai reçu son dernier message pour le mois d'août, donc c'est la température en août de cette année comparée à la température aux mêmes endroits il y a 10 ans. D'accord? Alors vous voyez que les endroits qui sont plus chauds, c'est ceux qui sont en jaune, et les endroits qui sont plus froids, c'est ceux qui sont en bleu. Donc, effectivement, la France est dans des endroits plus chauds cet été, il n'y a aucun doute là-dessus. Il n'y a pas que la France d'ailleurs. Mais vous voyez, pratiquement tout l'hémisphère sud a été plus froid que ce qu'ils avaient observé il y a 10 ans. Tout l'hémisphère sud. L'Afrique du Sud, l'Afrique, l'Australie, plus froid. Mais ça, on n'en parle pas. Évidemment, nous, on est en France, on a eu un bel été, on va dire. Bon, et une sécheresse, c'est vrai. Alors, quel est le responsable de tout ça? Ben, j'allais dire, c'est le baromètre. C'est le baromètre, c'est la découverte qu'avait fait l'inventeur du baromètre Torricelli, qui a commencé à être le premier à prévoir la météo. Il avait remarqué que si la pression atmosphérique était plus basse, il allait faire un sale temps, et très basse, ça serait une tempête. Il avait remarqué au contraire, si la pression était plus élevée, il allait faire beau temps, et si elle était très élevée, il allait même faire très sec.
C'est gradué sur tous les baromètres qu'on voyait depuis, ça on les voit, on ne regarde plus parce que maintenant il y a la météo qui nous dit tout ça. Hein. Bon, cela dit, c'est ça l'origine, tout souvent appelé inondation, tempête, cyclone, orage, sécheresse, auquel il paraît qu'il faut ajouter les feux de forêt. Mais ça, c'est lié aux gradients de pression atmosphérique qui sont absolument imprédictibles au-delà de 2 ou 3 semaines, parce que ce sont des phénomènes chaotiques qui vont causer toutes ces fluctuations. Et pour la France, si le vent est au nord, il va faire plus froid. Si le vent est au sud, il va faire plus chaud. Et si le vent est à l'ouest, il peut pleuvoir. Voilà, c'est très simple pour la France. Mais qui peut prévoir la direction du vent si elle va rester au nord ou au sud? On ne peut pas le faire au-delà de 3 semaines, c'est très aléatoire. Et évidemment, ce n'est pas en multipliant les éoliennes ou les véhicules électriques qu'on va changer quoi que ce soit au gradient de pression atmosphérique. Et on continuera à observer des inondations, des tempêtes, des cyclones, des orages et des sécheresses. Certains. Ça ne changera pas. D'ailleurs, si on s'amuse à regarder ce qui a été écrit en 1871 dans le Brisbane Courrier, vous vous doutez que c'est en Australie, chaque saison est à coup sûr extraordinaire. Presque chaque mois apporte son lot de plus sec, plus humide, plus venteux, plus froid, plus chaud, censé n'avoir jamais été observé. Le journaliste écrivait déjà ça en 1871. Gustave Flaubert, dans son dictionnaire des idées reçues, écrivait été toujours exceptionnel, voire hiver. Hiver toujours exceptionnel, voire été. Voici les températures moyennes observées en France. Vous voyez qu'il y a un écart de 6 degrés entre le sud de la France et les Ardennes. 6 degrés d'écart. Est-ce qu'on voit des réfugiés climatiques niçois se précipiter vers les Ardennes? Je ne sais pas, j'ai l'impression en été que la migration se fait dans l'autre sens. Vous avez peut-être constaté aussi. Hein. Alors, il ne faut pas nier que... déjà, s'il n'y a pas de couverture nuageuse, contrairement au cas aujourd'hui, on a observé pendant tout l'été un écart de température couramment de 15 degrés entre le matin et l'après-midi. Et si on va dans un désert, ça peut être jusqu'à 40 degrés entre la nuit et le jour, en l'absence de couverture nuageuse. Par ailleurs, il faut considérer l'effet d'îlot de chaleur urbain. Rappelons-nous qu'on va être, à la fin de l'année, 8 milliards de personnes sur cette planète. Il y en a beaucoup qui sont logés en ville. Donc on construit, les villes s'agrandissent, et l'effet d'îlot de chaleur urbain augmente. Vérification, vous avez à gauche l'évolution de la température, c'est celle qu'on montrait tout à l'heure, hein, de tous les capteurs, et à droite, uniquement des stations en milieu rural. Vous voyez que la courbe change complètement. Et qu'on voit apparaître une espèce d'oscillation, comme ça, sur la courbe au milieu rural, avec en particulier un minimum en 1975. Tiens, ça me rappelle quelque chose. L'urgence climatique en 1975, c'était on va vers les grands froids. On va tous mourir de froid. Je montre la température là, dans le journal Newsweek du 18 avril 1975. Alors, sur 1 degré Fahrenheit en plus. Alors, ça fait une courbe qui descend de façon tout à fait catastrophique. Alors que cette période correspond exactement à l'accélération des émissions de CO2. C'est ça qui est amusant, c'est que c'est complètement inversé. Alors, sur cette tendance, il y a plusieurs choses qu'on peut indiquer. Il y a plusieurs indicateurs qu'on va qualifier vraiment de climatiques, parce que c'est sur plus de 30 ans. Vous avez l'oscillation atlantique multidécennale, en bas à droite. Bon, il y a l'air de présenter cette oscillation. L'oscillation pacifique multidécennale, c'est en bas à gauche. Ça ressemble, et c'est calé à peu près sur les mêmes valeurs. La superficie de banquise arctique, c'est au milieu à droite. Donc, vous voyez la plus faible superficie de banquise arctique au minimum estival qu'on connaît aujourd'hui, on l'avait déjà observé vers 1945. Et si on prend également la hausse du niveau des océans, alors là c'est moins précis,
mais si on fait passer une courbe qui joint le mieux les chiffres du GIEC, on retrouve plus ou moins cette oscillation aussi. Alors, cela dit, les chiffres du GIEC, ils sont basés sur 240 marégraphes. Si on prend la totalité des marégraphes, c'est-à-dire 2133 marégraphes, on trouve une hausse de 1 mm, 1,04 mm par an. Ça fera 3 cm d'ici 2050, on devrait pouvoir s'en protéger, je pense. Ah oui, mais les glaces fondent. Ah oui, les glaces fondent. Alors, pour s'en convaincre, on va aller voir le plus gros glacier du monde. De très loin, le plus gros glacier du monde, c'est l'Antarctique. Alors, vous avez en bas les températures mesurées au pôle sud. C'est la base Amundsen-Scott qui mesure la température, depuis qu'elle est installée là-bas, qui mesure la température. Alors évidemment, en été, prenons les températures en été. Alors attention, hein, l'été c'est décembre, janvier, février là-bas. On est dans l'hémisphère sud. Eh bien, la température est de moins 30 degrés. À ma connaissance, la glace ne fond pas à moins 30 degrés. Alors en hiver, ça descend à moins 60 degrés. Bon. Donc, on ne peut pas dire que les glaces de l'Antarctique fondent. Mieux que ça, je reprends la publication de Parkinson 2019 qui est citée dans le dernier rapport du GIEC. Hein. Ils ont connaissance de ça, mais ils disent ouais, mais c'est pas très clair. Alors que cette publication montre que la superficie de banquise antarctique mesurée depuis 40 ans augmente en moyenne de 11 300 km² par an. C'est pas petit joueur, 11 300 par an. Bon. Alors, on a dit que 44% du CO2, des émissions de CO2 restent dans l'atmosphère. Que devient le reste? Eh bien, 33% est un fertilisant, un complément de fertilisant pour la végétation. Alors, je ne vais pas trop le détailler, ça, parce que, bon, j'ai écrit un petit bouquin, Merci au CO2, où je détaille, tout un chapitre détaille tout cela. C'est tout de même, cet accroissement correspond à un bénéfice de 3 000 milliards d'euros de 1961 à 2013 pour 45 plantes nutritives qui représentent 95% des céréales, fruits et légumes qui sont consommés sur la planète. Bon, non, c'est pas rien. Hein. Et puis il y en a une autre partie qui va dans les océans puisque le CO2 est très soluble dans l'eau. Alors donc, non seulement le CO2 est indispensable à la vie végétale, mais par photosynthèse, mais irremplaçable. On l'a tous appris à l'école, hein, donc je ne vais pas insister. C'est vérifié par satellite. Il y a un verdissement de la Terre qui est observé par satellite et qui correspond à l'équivalent d'un 6e continent vert de 18 millions de km². Ça correspond aussi à un accroissement de biomasse de 24%. C'est pas négligeable ces chiffres. Hein. Alors plus intéressant encore, voilà l'augmentation du CO2 mesurée en différents endroits de la Terre. Les chiffres sont toujours les mêmes, mais l'amplitude de l'oscillation saisonnière sur laquelle j'ai oublié d'insister, là, c'est-à-dire chaque printemps-été, le taux de CO2 descend dans l'air. Et puis il remonte à la chute des feuilles en automne et en hiver. Autrement dit, quand il y a davantage de CO2 dans l'air, la végétation se jette dessus. Et de combien elle se jette dessus? Eh bien, cette courbe va nous le dire. Si on regarde ça mesuré dans l'Antarctique, il n'y a pas d'oscillation saisonnière. Il n'y a pas de végétation autour. En revanche, si on regarde l'amplitude de l'oscillation saisonnière en Californie, à La Jolla, là on voit qu'il y a une augmentation de cette amplitude. Alors j'ai repris ça en comparant la première année connue 1969 et 2013. Eh bien, il y a eu une augmentation de cette amplitude d'oscillation saisonnière du CO2 de 36%. Mais dans le même temps, l'augmentation du CO2 était plus faible, 21%. Donc, la végétation, dès qu'il y a du CO2 davantage dans l'atmosphère, on a l'impression qu'elle était en manque, elle se jette dessus. Donc on est sous-critique en CO2 actuellement dans l'atmosphère, d'après ce que nous montre ce résultat mesuré. Alors donc, si on lisse
de l'oscillation saisonnière, bah oui, bah, le CO2 il augmente. Le GIEC n'a rien changé, le protocole de Kyoto n'a rien changé, la COP 15 n'a rien changé, la COP 21 à Paris n'a rien changé, même les confinements liés au Covid n'ont rien changé. Enfin, rien de mesurable, on va dire. Ça continue à augmenter. Alors là, quand même un mot, parce que c'est énervant possible, cet amalgame entre CO2 et pollution. Quand on montre en général la pollution, c'est comme sur la figure là, on voit la pollution. C'est des gouttelettes d'eau. Ce sont des échangeurs de centrales, donc c'est uniquement de l'eau. Alors utiliser de l'eau pour illustrer un polluant, il faut quand même le faire. Par ailleurs, article dans la Tribune, mais il y en a d'autres comme ça, hein. Pollution, 2 points, les émissions mondiales de CO2 vers un nouveau record. Et c'est illustré par des gens qui portent un masque. Et attendez, on a tous porté un masque à un certain moment. Comme on expire du CO2, et on expire dans notre haleine, de notre respiration, il y a 20 fois plus de CO2 dans notre haleine que dans l'atmosphère, que dans l'air extérieur. Donc quand on porte un masque, inévitablement, on va réinspirer du CO2. Et bien, heureusement que ce n'est pas un polluant, sinon on serait tous morts. Hein. Alors, plus généralement, cumulé sur l'espérance de vie moyenne, la respiration, on exhale 25 tonnes de CO2 pendant une vie. J'espère qu'on ne va pas nous interdire de respirer. Hein. Ils en seraient capables. Alors, la vraie pollution, c'est les fumées liées à la combustion de biomasse dans des habitations pauvres, mal ventilées, qui, selon l'OMS, sont responsables de 4 millions de décès prématurés par an, et surtout des femmes et des enfants qui restent au foyer, l'homme étant plus souvent dehors. Pour y remédier, il y a des organisations caritatives qui distribuent des cuisinières à propane dans ces foyers pour éviter qu'ils ne s'intoxiquent avec les pollutions de fumée liées à la combustion de biomasse. Alors, si on voulait malgré tout décarboner, est-ce possible? Puisque 80% de l'énergie aujourd'hui est produite à partir d'émissions carbonées. Enfin, provoque des émissions carbonées, à partir de combustibles fossiles. La part qui n'est pas carbonée, c'est essentiellement électrique, l'hydroélectricité, c'est la principale, suivie du nucléaire, 4% de l'énergie dans le monde, hein, et on va dire des énergies intermittentes, l'éolien et le photovoltaïque. Donc, ce que nous a dit la Banque mondiale, c'est qu'il faut décarboner, et pour ça, autrement dit, il faut détruire l'économie actuelle pour en reconstruire une décarbonée. Et pour ça, ils nous disent qu'il faut lever 89 000 milliards de dollars. À la COP 26, le devis a été réévalué à 150 000 milliards de dollars. Je rappelle que la dette souveraine mondiale, c'est 60 000 milliards de dollars. Autrement dit, on la creuserait dans des... Parce que l'argent, on ne l'a pas, évidemment. On la creuserait dans des proportions considérables. Alors, même si on mettait tout cet argent, ça serait pour faire quoi? Si on veut passer au tout électrique. Puisqu'on a dit, hein, tout ce qui n'est pas carboné, bah, c'est électrique. Pour l'instant, les technologies ne nous donnent pas tellement d'autres solutions. Alors, j'ai un collègue américain qui s'amusait à faire un petit calcul. Bon, voilà, on dépense 11 700 milliards de tonnes, millions de tonnes, 11 700 millions de tonnes équivalent pétrole chaque année. Donc, si on veut tomber à zéro d'ici 2050, eh bien, il faut remplacer ces millions de tonnes d'équivalent pétrole par de l'électrique. Je donne 2 exemples. Si on veut faire du nucléaire, il faut construire une centrale nucléaire chaque jour, d'ici 2050. Hein?
C'est une possibilité. L'autre possibilité, eh ben, il faut installer 1500 éoliennes chaque jour. Mais alors là, il y a un petit problème avec les éoliennes, indépendamment du fait que c'est intermittent, tous les problèmes qu'on connaît, c'est qu'il y a on s'en rend compte avec la situation en Allemagne en ce moment. Là, ils ont mis 500 milliards dans les éoliennes en Allemagne. Mais dans le même temps, ils ont construit plein de centrales à gaz. Quand il n'y a pas de vent, on trouve autre chose. Et donc, ils ont construit des centrales à gaz, au hasard, en s'alimentant avec du gaz russe. Donc, ils ont, finalement, quand il n'y a pas de vent, ils utilisent quand même une énergie carbonée. Ce qui est une parfaite contradiction. Mais il n'y a pas le choix. Alors, ou bien on fait que du nucléaire, là, effectivement, il n'y a pas d'émissions carbonées, ou bien on fait des intermittents, mais attention, on ne peut pas se passer, l'exemple allemand le montre, d'énergie carbonée. Donc il y a une vraie contradiction. On ne va pas décarboner comme ça, pas possible. Bon, enfin, je laisse tout ça à votre réflexion. Alors, si en plus, il y a un autre problème, si on passe prématurément au tout électrique, ça se conduira à un pillage. Alors non plus des gisements de combustibles fossiles, comme on l'a vu par exemple pendant la dernière guerre mondiale, hein, tant l'Allemagne que le Japon voulaient prendre des possessions là où il y avait des combustibles fossiles. Là, c'était les choix à l'époque. Mais maintenant, ça ne serait plus ça. Ça serait un pillage des ressources minérales. Un exemple, un véhicule thermique nécessite beaucoup moins de minéraux, vous en avez là la liste, qu'un véhicule conventionnel. Un véhicule électrique nécessite beaucoup plus de minéraux qu'un véhicule conventionnel qui utilise essentiellement du cuivre parmi les minéraux. Mais il y en a plein d'autres. Alors ça pose des vrais problèmes. Parce que d'une part, pour extraire ces minéraux, bon, typiquement, les minerais sont riches à 1% du métal qu'on va extraire. Donc les 99%, ben, ça part dans la nature. Hein. Donc ça, c'est une vraie pollution. Mais ce serait surtout qu'il y aurait de vraies tensions géopolitiques. Parce que ces minéraux ne sont pas partout. Si on prend l'exemple du lithium, la Chine essaye de prendre le leadership sur le lithium. Alors, elle en exploite au Tibet. On n'ira pas voir dans quelles conditions. Mais elle essaye aussi de récupérer le lithium, c'est du Chili, je crois. Donc, inévitablement, il y aura des hausses de prix, ça c'est la loi des reins de l'offre et de la demande, et ça conduira à une vraie précarité énergétique, principalement pour les plus démunis. Bon, bah, j'ai fait mes 45 minutes, alors j'arrive, c'est pas une conclusion, c'est juste un relevé des quelques points qu'on a pu aborder. La Terre reverdit. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Grâce au CO2, le rendement des récoltes est amélioré. On va être bientôt 8 milliards hein, à la fin de l'année. Donc c'est bon pour la lutte contre la faim grâce à ce supplément de CO2. La décarbonation de la France, ben ça je l'ai dit, mais je le rappelle quand même parce que c'est tellement ridicule. D'ici 2050, ça éviterait un réchauffement entre guillemets de 1 millième de degré avec l'infrarouge, 1,4 millième de degré avec les chiffres du GIEC. Hein, c'est quand même. Alors, tant que, de toute façon, les autres pays ne sont pas prêts à décarboner, est-ce que c'est vraiment utile qu'un quart des émetteurs se précipitent à marche forcée vers la décarbonation, qui posera énormément de problèmes, qui coûtera très cher, donc qui creusera les dettes publiques? Pourquoi? Puisque de toute façon, ça n'aura pas d'impact significatif. Bon, et puis le point que j'ai souligné dans la dernière planche, là, le pillage des ressources minérales, avec les pollutions afférentes. Je m'arrête là, je vous remercie.